Je suis resté éveillé jusqu'à 22 heures, à regarder des vidéos YouTube sur mon ordinateur portable. À droite de l'écran, une file d'attente de clips attendait d'être lue. Je regardais un moment fort de l'un de mes joueurs de basket préférés, Larry Big L. Johnson. Le clip le montrait marquant un tir lointain au buzzer, un lancer parfait et net. Ses longs cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval, lui donnant l'allure d'une star de cinéma. Je connais Big Al depuis l'université, il était un joueur légendaire de notre équipe et vivait dans le même immeuble que moi. Nous nous croisions souvent, surtout pendant l'intersaison. Quand il est passé pro, il a été repêché par les Wizards, l'équipe la plus proche de ma maison en Virginie. Il y a 3 ans, il a pris sa retraite de la NBA et travaille maintenant comme présentateur de matchs pour Wiz TV. Je regardais souvent ses vidéos, m'adonnant à un peu de nostalgie. La vidéo suivante dans la file d'attente, cependant, n'avait rien à voir avec le basket. C'était un extrait d'actualité. On y voyait Big Al danser avec une blonde magnifique dans une boîte de nuit de Miami. La danse était ouvertement sexuelle et la blonde en question était ma femme. Le clip avait été filmé ce soir-là et venait d'être mis en ligne. Le titre disait « Big Al, une nouvelle conquête ». J'ai regardé le clip en entier, qui durait environ 3 minutes. Il se terminait avec Big Al et Lee, ma femme, dans un baiser passionné, corps contre corps. Mon estomac s'est noué. J'ai téléchargé le clip, pris mon téléphone et appelé le portable de Lee. Elle n'a pas répondu. J'ai vérifié l'horodatage de la vidéo, elle avait été filmée environ 1 heure plus tôt et venait d'être téléchargée. Lee était censé être à une réunion d'affaires à Miami, participant à une conférence de 4 jours avec sa firme de publicité. L'un des participants était mon bon ami Bart Kova. Espérant avoir des éclaircissements, je l'ai appelé. « Allô ?» a répondu Bart. « Bart, c'est Lee Martin, lui ai-je dit. Tout le monde m'appelle Marty. » Il y a eu un silence sur la ligne avant que Bart ne réponde. « Marty, comment vas-tu ?»« Pas super, Bart. »« Sais-tu seulement où se trouve Lee en ce moment ?» Il y a eu un silence plus long. « Mon vieux, c'est grave. »« Alors, elle est avec Big Al ?» Bart a soupiré lourdement. « Marty, je ne connais pas tous les détails, mais je peux te dire ceci, elle est en train de faire le buzz sur YouTube en ce moment. Demain matin, mes enfants verront ça, et tout le monde aussi. J'ai besoin de savoir, a-t-elle couché avec lui? Est-ce que ça dure depuis un moment? » Bart a soupiré de nouveau. « Écoute, ils ont passé du temps ensemble. Nous l'avons tous remarqué. Ils étaient inséparables après mardi soir, quand nous nous sommes enregistrés à l'hôtel. Ils se sont connus assez vite, probablement depuis l'université. Lee se présente aux réunions pendant la journée, mais elle n'a pas mangé avec le groupe une seule fois. Sa colocataire dit qu'elle n'est pas dans la chambre la nuit. Nous supposons tous qu'elle était avec lui. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Merci Bart. Peux-tu me rendre un service? Si tu la vois demain matin avant son vol, dis-lui de ne pas prendre la peine de rentrer. Je m'en occuperai à partir de là. Je comprends. Je suis désolé, Marty. Moi aussi, ai-je dit, et j'ai raccroché. Lee et moi nous sommes rencontrés à l'université, quand nous avions une 20aine d'années. C'était notre avant-dernière année et nous suivions tous les deux des cours de mathématiques. Le premier jour de cours, je suis entré, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle était assise seule, gribouillant dans son cahier. Il n'y avait que 5 autres étudiants dans la pièce, tous des garçons, mais elle était assise seule. J'ai immédiatement pris le bureau à côté d'elle. Elle m'a jeté un coup d'œil et a souri. « Eh bien, quelqu'un a été assez intelligent pour prendre ce siège, » a-t-elle dit. Son ton était enjoué, mais je pouvais dire qu'elle me jaugeait. J'ai souri. Je me demandais juste si tu sentais bizarre ou quelque chose comme ça. Elle a ri, puis a jeté un coup d'œil aux autres gars. Ils étaient tous intellos et timides, des matheux classiques. Je n'étais pas vraiment un intello, bien sûr, j'étais en cours de maths, mais j'étais sportif et d'apparence assez correcte. Je mesure 1m73, pèse 68 kg, j'ai les cheveux et les yeux bruns. Les femmes ne s'offusquaient généralement pas de moi, et certaines disaient même que j'avais du caractère. « Tu ne sens pas bizarre ?» ai-je répondu en me penchant plus près pour un effet dramatique, mais je devrais peut-être m'approcher un peu plus pour en être sûr. Elle a souri en coin. Ils sont tous des intellos timides. Tu n'es pas l'un d'eux, n'est-ce pas? Non, je suis Marty.
J'ai tendu la main. Es-tu Eleora? A-t-elle répondu en me serrant la main, mais tout le monde m'appelle Lee. Eh bien, Lee, ai-je dit, quand nous marierons, tu n'auras même pas à changer le monogramme sur tes bagages. Comme c'est pratique. Elle a rié, à ce moment-là, le professeur est entré. Après le cours, Lee et moi avons marché ensemble jusqu'au bâtiment du syndicat étudiant. Elle avait des yeux verts saisissants, des cheveux blonds et une silhouette élancée des 1m83. Son visage avait la beauté naturelle de la fille d'à accent grave côté. Quand elle m'a souri, j'étais complètement captivé. J'ai dit. Je parie que tu as été surprise quand aucun des gars ne s'est assis à côté de toi. Chaque homme dans cette pièce aurait voulu le faire. Merci, a-t-elle répondu. J'ai été surprise, d'habitude, je dois repousser les gars. Tu as dû profiter de mon moment d'insécurité. J'ai ri. Peut-être, mais maintenant tu es coincé avec moi. Je suppose que oui, a-t-elle dit en regardant sa montre. J'ai un autre cours dans 20 minutes, mais si tu es libre ce soir, peut-être pouvons-nous dîner ensemble. Puisque nous sommes dans la même classe, nous devrions probablement mieux nous connaître. Je devais tenter ma chance. Eh bien, j'espère te revoir. Moi aussi. Je t'aime bien. Au moins, nous nous verrons en classe, a dit Lee. Nous nous voyons en classe 2 fois par semaine. La matière était exigeante et je devais travailler dur pour suivre. Un jour, je lui ai posé une question sur un problème et elle m'a tout expliqué patiemment. Après le cours, je lui ai demandé si elle avait des difficultés avec l'un des travaux. Non, je suis doué en mathématiques. Et toi? Eh bien, j'ai besoin de ça pour ma majeure en chimie, mais j'y passe beaucoup trop de temps. Peut-être pourrais-tu me donner des conseils? Elle a haussé un sourcil. C'est une blague? Je t'ai dit que j'avais un petit ami. Sans blague, ai-je dit rapidement. Je respecte ça. J'ai juste besoin d'aide. Nous pourrions nous rencontrer dans un restaurant et revoir le matériel, strictement en tant que tuteur et étudiant. Elle a hésité, mais a finalement accepté. D'accord. Restaurant à 16 heures. Marché conclu. Marché conclu, ai-je dit. Lors de nos rendez-vous au restaurant, j'ai beaucoup mieux connu Lee. Nous nous sommes rapidement bien entendus et nos conversations ont commencé à inclure bien plus que de simples mathématiques. Un jour, alors que nous travaillions sur des problèmes, un homme imposant s'est approché de notre table où nos livres étaient étalés. Lee a levé les yeux vers lui et a souri, son sourire éblouissant. Marty, voici mon petit ami Rachad, a-t-elle dit. Rachad, voici Marty de ma classe de maths. Je me suis levé et lui ai serré la main. Rachad était un homme noir de corpulence moyenne, mesurant environ 1m73 et pesant environ 100 kg. Il s'est assis à côté de Lee et nous avons fermé nos livres de maths. Rachad m'a demandé pourquoi je suivais ce cours avec Lee et tous les intellos. J'ai besoin d'un cours de maths de niveau supérieur pour ma majeure en chimie. Cela aide aussi avec la programmation, ai-je expliqué. Nous trois avons commencé à discuter des raisons pour lesquelles certaines majeures exigeaient des cours qui ne semblaient pas correspondre. C'était une conversation engageante et j'ai réalisé que Rachad était un gars intelligent. Quelle est ta spécialisation? Lui ai-je demandé. L'entraînement physique, a-t-il dit. Je joue au hockey mais je prévois d'enseigner au lycée si je ne gagne pas d'argent avec le hockey. Peut-être devenir professeur de sport. C'est un bon plan, ai-je dit. Probablement mieux que le mien. Les chimistes sont embauchés, mais les programmeurs semblent avoir de meilleures opportunités. Et toi, Lee? A demandé Rachad. Je veux faire des affaires. J'aime l'idée de gagner de l'argent, a-t-elle répondu avec un sourire. Au fur et à mesure que le semestre avançait, je voyais de plus en plus Lee. Un jour, je l'ai invitée, elle et Rachad, à dîner dans mon appartement hors campus. J'ai également invité ma voisine Stéphanie, une magnifique diplômée du lycée. Stéphanie et moi avions une relation amie avec avantage. Le dîner s'est bien passé, j'avais préparé du poisson, une salade d'épinards, des biscuits et de la glace. Les femmes buvaient du vin tandis que Rachad et moi nous en tenions à la bière. Lee et Rachad sont partis vers minuit après que nous ayons tous joué quelques parties de bridge. Étonnamment, nous quatre avons apprécié le jeu, même si aucun de nous n'avait jamais fait équipe auparavant. Rachad et Stéphanie ont formé une équipe, tandis que Lee et moi en avons formé une autre. Lee utilisait des systèmes d'enchères étranges, mais je me suis progressivement adapté à son style.
Au final, nous avons gagné. Stéphanie est restée la nuit, elle était attirante et passionnée, mais nous savions tous les deux que notre relation était purement occasionnelle. Elle avait un petit ami dans sa ville natale et je n'ai jamais demandé ce qu'il pensait de nous. Ce dîner s'est avéré être un peu fatidique. Lee m'a ensuite demandé de la rejoindre pour un tournoi de bris. DGE de remplacement à la base militaire voisine. J'ai accepté. Pendant ce temps, Stéphanie a d'une manière ou d'une autre obtenu le numéro de téléphone de Rachad, probablement lors du dîner, bien que je ne l'ai pas remarqué. 2 jours plus tard, je les ai aperçus ensemble. Ils traversaient le campus en direction de notre bâtiment. Curieux, je les ai suivis à distance. Ils sont entrés dans le bâtiment et ont pris l'ascenseur. Stéphanie vivait au 4e étage et l'ascenseur s'y est arrêté. Je ne savais pas quoi faire. Le tournoi de bridge n'était que dans 2 jours et je ne voulais pas causer de drame inutile. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai essayé de me détendre. De ma fenêtre, je pouvais voir l'entrée du bâtiment. 2 heures plus tard, Rachad est sorti par la porte principale. Je me suis rapidement dirigé vers la porte de Stéphanie et j'ai frappé. Elle a crié quelque chose de l'intérieur, mais n'a pas ouvert immédiatement. Quand elle l'a fait, elle avait l'air rougie, portant des tonnes et une robe moulante sans soutien-gorge. « Salut Steph. Pas le bon moment ?» ai-je demandé. « Non, pas maintenant, Marty » a-t-elle dit brutalement. « Eh bien, zut » ai-je dit en m'appuyant contre le chambranle de la porte. « Marty, tu les as vus, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu es là. »« Oui, je les ai vus, ai-je admis. » Stéphanie a souri en coin. « Eh bien, tu t'es amusé à espionner? » Écoute, je ne me sens pas mal à l'aise à ce sujet. Je me sens bien. Ne t'inquiète pas pour moi, ai-je dit. J'essaie juste de trouver quoi faire face à toute cette situation. Penses-tu que Lee devrait savoir ce que Rachad a fait? Stéphanie a haussé les épaules. Si j'étais à sa place, je voudrais savoir. Idem, ai-je dit. 2 jours plus tard, Lee et moi avons participé au tournoi de bridge à la base militaire. C'était très amusant. L'équipe de l'armée était excellente, mais nous avons réussi à nous classer 3e sur 20. Pas mal, a dit Lee après. Nous avons même eu des points, quoi que cela signifie. Alors que nous marchions vers ma voiture, elle a soudainement demandé. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Rachad et Steph ?» J'ai figé. « Quoi? Comment as-tu su ?» Steph a dit à Rachad que tu les avais vus, et Rachad m'a tout raconté. « Pourquoi n'as-tu rien dit? » Je n'ai pas pensé que c'était à ma place, ai-je admis. « Mais oui, je les ai vus ensemble. »« D'accord, » a dit Lee doucement. « Marty, je veux que tu me ramènes chez toi, si tu veux, bien sûr. »« Oh, je veux. » ai-je dit en essayant de réprimer mon excitation. J'ai conduit, peut-être pas aussi prudemment que d'habitude, vers mon immeuble. Je me suis garé et nous nous sommes rapidement dirigés vers mon appartement. Une fois la porte refermée derrière nous, Lee m'a embrassé passionnément, un baiser lent et ardent. Elle a pressé son corps contre le mien, se déplaçant rythmiquement, et je n'ai pu m'empêcher de répondre. J'ai pressé mon corps excité contre son abdomen. Elle s'est retirée, a pris ma main et m'a conduit à la chambre. J'ai rapidement enlevé ma chemise, mon pantalon et mes sous-vêtements. Lee était déjà déshabillée, ne portant rien d'autre qu'une culotte. Je me suis agenouillé et je l'ai doucement glissé. L'intimité avec Lee était extraordinaire. Je l'ai amené à l'orgasme 2 fois, et la 3e fois, nous avons tous les deux atteint la satisfaction simultanément. « Oh Marty, oh mon Dieu !» a-t-elle haleté, à bout de souffle, et je l'ai cru. J'avais toujours senti que nous étions physiquement compatibles. Pour le contexte, ma taille dans ce domaine est moyenne, peut-être légèrement supérieure à ma stature, mais je me suis entièrement concentré sur la satisfaction de son plaisir, et cette nuit-là, cela semblait bien fonctionner. Après, nous avons fait une courte pause et Lee a recommencé à me stimuler. C'était incroyable et j'ai réagi, ce qui l'a mené à un puissant orgasme. Quelques instants plus tard, j'ai fait de même. Nous avons passé les 20 minutes suivantes allongés ensemble, nous caressant tendrement. Quand je me suis levé pour aller aux toilettes, Lee m'a rejoint sous la douche. « La douche ?» a-t-elle demandé d'un ton séducteur, en haussant un sourcil. Nous nous sommes livrés à une longue douche intime, pressés contre les carreaux lisses. Ensuite, nous nous sommes nettoyés et sommes retournés au lit, nous endormant dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je me suis brossé les dents.
Lee m'a rejoint dans la salle de bain juste au moment où je terminais. Je lui ai tendu une brosse à dents de rechange et, une fois que je me suis débarrassé de mon haleine matinale, elle s'est occupée de mon excitation matinale. Au petit déjeuner, Lee a demandé avec un sourire taquin. Suis-je aussi bonne que Stéphanie ou peut-être aussi bonne que Rachad? Je l'ai regardé un instant, incertain de ce que je devais dire. Puis elle a souri. Lui est plus grand, a-t-elle admis, mais tu es meilleur. Stéphanie est très bonne, mais toi, tu es fantastique. À partir de ce jour, Lee et moi avons été inséparables. Elle a pratiquement emménagé chez moi. Rachad n'était pas ravi, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Peu de temps après, il avait une autre petite amie principale et continuait de rendre régulièrement visite à Stéphanie. Pendant sa dernière année, Big Al a emménagé dans notre immeuble, occupant un appartement au 4e étage. Je le voyais occasionnellement avec Stéphanie, bien qu'ils ne vivent pas ensemble, on les voyait souvent aller et venir. Nous échangions des bonjours et des au revoir polis jusqu'à ce qu'un jour Stéphanie invite Lee et moi à prendre le dessert. Big Al était là aussi. Ce fut une soirée agréable dans l'ensemble. J'ai trouvé Big Al poli, intelligent et peut-être un peu trop attentif à Lee. Peut-être Stéphanie a-t-elle ressenti la même chose, car nous n'avons jamais été invités de nouveau après cette nuit-là. Lee et moi nous sommes mariés à 22 ans, juste après l'université. J'ai obtenu un poste de programmeur au gouvernement, au Pentagone, tandis que Lee a rejoint une firme de relations publiques. Son rôle principal était la publicité pour des entreprises, ce qui signifiait souvent influencer des fonctionnaires du gouvernement, des sénateurs, des congressistes et des représentants d'agences. J'ai hérité d'une maison de mon grand-père, non loin du travail. Les locataires venaient de déménager, alors nous avons décidé d'y emménager. C'était une maison de 3 chambres avec une grande cuisine, un garage qui avait été converti en espace de vie, et un sous-sol aménagé qui avait besoin de quelques rénovations. Je me suis occupé du sous-sol avec l'aide d'un ami du lycée qui possédait une entreprise de construction en Virginie. À 24 ans, Lee est tombée enceinte et nous avons eu des jumelles, Betsy et Linda. Elles n'étaient pas identiques, mais étaient toutes les deux difficiles à gérer. Lee a pris une année sabbatique et j'ai réduit mes heures pour me concentrer sur l'aide aux jumelles. À la fin de cette année, je suis passé au statut d'entrepreneur, ce qui m'a permis de travailler à domicile. Quand les filles ont eu 4 ans, Lee est retournée travailler à temps plein tandis que je continuais à travailler à domicile. Mon travail en tant qu'entrepreneur se passait bien et je gagnais même plus d'argent, bien que je n'ai plus d'avantages sociaux. Pendant ce temps, le travail de Lee est devenu plus intense, principalement parce qu'elle le permettait. Elle était ambitieuse et motivée, atteignant un succès significatif dans sa carrière. J'avais également travaillé sur 2 idées de nouveaux systèmes que je pensais pouvoir être rentables. Ces projets occupaient une partie de mon temps libre, mais ils étaient passionnants. Nous gagnions bien notre vie dans l'ensemble et vivions confortablement. Quand les filles ont eu 13 ans et sont entrées au collège, j'avais 35 ans et j'étais en pleine forme. Je restais actif en courant et en jouant au tennis de table. Pour l'essentiel, la vie semblait belle. Si vous m'aviez posé la question avant de voir la vidéo de Lee avec Big Al, j'aurais dit que notre vie sexuelle était agréable, du moins pour moi. Mais après 15 ans ensemble, je réalisais que les choses avaient pu devenir routinières pour elle, même si je ne l'avais pas remarqué moi-même. Le matin après avoir vu la vidéo YouTube d'elle et de Big Al dansant à Miami, j'ai commencé à me demander si c'était une aventure passagère ou quelque chose qui durait depuis un certain temps. J'avais tellement de questions. J'ai décidé de prendre des mesures de précaution pour protéger mes filles. Je leur ai demandé de faire un prélèvement ADN et j'en ai fait un moi-même. C'était le lendemain du jour où je les avais informés de la vidéo. J'ai senti qu'il était nécessaire de les préparer à toute retombée potentielle, surtout à l'école. C'était vendredi et elles avaient des examens et des projets de groupe à terminer à l'école. Pendant qu'elles vaquaient à leurs occupations, j'ai essayé de reconstituer tout ce que je savais. Les cours commençaient à 10 heures. Quand Lee a appelé, j'ai vu son nom sur l'écran et j'ai laissé sonner pour qu'elle tombe sur la messagerie vocale. Marty, réponds au téléphone. Marty, s'il te plaît. Marty, je t'aime. J'ai fait une erreur. Je serai de retour cet après-midi. Elle s'est interrompue en sanglotant. L'une des améliorations que j'avais apportées à la maison était un système d'entrée électronique, et j'avais déjà changé le code. Le garage converti, qui était inoccupé mais entièrement meublé, est devenu le rangement temporaire de Lee. J'y ai transporté ses vêtements et autres objets essentiels, rangeant tout soigneusement.
Ma mère a appelé, ainsi que la mère de Lee, toutes deux voulaient savoir ce que je comptais faire. Je ne savais pas et je le leur ai dit. J'ai ouvert le compte Gmail de Lee et j'ai fait défiler les emails du dernier mois, anciens et nouveaux. J'ai également vérifié le dossier Corbeil. Il n'y avait aucun signe de contact avec Big L. Les emails concernaient principalement le travail et la conférence, et il y avait un ou deux messages occasionnels d'un collègue qui était également allé à Miami. L'avion de Lee devait atterrir à midi. J'ai ignoré ces appels et j'ai demandé à un ami d'aller à l'aéroport pour observer la situation et surveiller avec qui elle partait. Mon ami a discrètement filmé tout ce qu'il a vu. Lee est sortie du terminal avec son groupe de travail. Elle a regardé autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un, puis est allée récupérer ses bagages. Mon ami est resté près de la sortie pendant 5 minutes de plus après que la plupart des passagers aient débarqué. Puis Big Al est apparu. Tous deux ont regardé autour d'eux et se sont dirigés vers la récupération des bagages. Lee a pris sa valise et a de nouveau scanné la zone. Quand elle a aperçu Big Al, elle s'est retournée et s'est éloignée. Big Al a récupéré son sac et est sorti du terminal. Lee attendait un taxi à l'extérieur quand Big Al l'a approché et lui a parlé. Elle a secoué la tête et a refusé ce qu'il a dit. Un taxi s'est arrêté et le répartiteur les a dirigés tous les deux dans le même taxi. Mon ami a tout enregistré. Environ 20 minutes plus tard, le taxi est arrivé chez moi, mais seul Lee est descendu. Elle s'est précipitée vers la porte, mais quand elle a essayé son code, Frustrée, elle a frappé et sonné à la porte à plusieurs reprises. J'ai ouvert la porte, Lee a fondu en larmes. Je suis tellement désolé, Marty. Je n'aurais jamais pu imaginer un tel désastre. Je t'aime. Je n'ai rien avec lui, s'il te plaît, crois-moi, ne me quitte pas. Tu ne vis plus ici, Lee, ai-je dit froidement. Tes affaires sont dans le garage. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu trouves un autre endroit, ou peut-être la maison de Stéphanie est-elle disponible. Marty, je n'ai rien avec lui. Je t'aime, a-t-elle plaidé. Tu m'as ouvertement humilié, Lee. Tu m'as rendu la risée des filles à l'école, de tout le monde. Dieu sait ce qu'elle traverse à cause de ça. Tu es méchante. Sors de ma vue. Son visage s'est affaissé comme si je l'avais frappé. Elle a chancelé en arrière, puis s'est assise sur la pelouse et a pleuré. Notre voisine, Madame Cunningham, est sortie. Elle s'est approchée de Lee, s'est accroupie à côté d'elle et elles ont parlé. Finalement, Lee est allé chez Madame Cunningham. J'ai appelé la mère de Lee et l'ai informé que Lee était dans le quartier et aurait besoin de soutien. Hélène, sa mère, ne semblait pas excessivement préoccupée, mais elle a promis de passer dans environ 1 heure. Je me suis assis dans la cuisine avec une tasse de café, essayant d'imaginer ce qui allait se passer. Rien ne me semblait clair ou juste. La veille au soir, j'avais appelé un avocat de confiance et j'avais été orienté vers Joanne Ellis, une avocate spécialisée en droit de la famille. J'avais pris rendez-vous pour le lundi suivant, mais Joanne m'a rappelé ce matin-là. Monsieur Martin, c'est Joanne Ellis. J'ai vu que vous aviez pris rendez-vous pour lundi, mais je voulais vous appeler maintenant. Il s'agit de votre femme et du joueur de basket, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Comment avez-vous su? La vidéo ne la nomme pas. Les journalistes télé l'ont compris. Big Al est un grand nom ici, surtout dans les chroniques de Potin. Bien sûr, ai-je marmonné. J'ai pensé qu'il était inutile d'attendre lundi. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin à 10 heures? Oui, j'y serai, ai-je dit. Très bien. En attendant, veuillez préparer un bref historique de votre relation avec votre femme, y compris tout élément pertinent concernant Monsieur Johnson, si vous le connaissez. J'aurai également besoin de vos relevés financiers, si vous les avez. Et Monsieur Martin, je vous déconseille fortement toute action irréfléchie d'ici là. Compris, ai-je dit, et nous avons mis fin à l'appel. Quelques instants plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Sans réfléchir, j'ai répondu. C'était Big Al. Marty, a-t-il commencé, je voulais m'excuser, Je l'ai interrompu, la voix monocorde et sans vie. Je vais ruiner ta vie, putain. Je vais me plier en 4 pour détruire tout ce que tu as construit. Tu as fait de moi la risée de ma famille et de mes enfants. Si jamais tu me vois arriver, tu ferais mieux de courir. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Finalement, il a dit, ce n'était pas seulement moi, elle était ma femme. Nous avons 2 enfants.
J'étais heureux en mariage avec elle jusqu'à ce qu'elle aille à Miami. N'ose pas me justifier ça. Il a hésité à nouveau, puis a raccroché. J'ai réalisé que j'avais maintenant son numéro. Je me suis connecté à notre compte de téléphone partagé pour vérifier les journaux d'appel de Lee. J'ai vu qu'elle avait appelé Big Al 2 fois après son arrivée à Miami. Cependant, il n'y avait pas d'appel avant cela, ni de message. Et que je pouvais voir. Sur cette base, j'ai supposé que leur rencontre à Miami avait été accidentelle et non préméditée. Par curiosité, j'ai vérifié l'emploi du temps de Big Al. Il y avait eu un match de basket à Miami le mercredi après-midi et Big Al était l'animateur de l'événement, donc il était à Miami pour affaires. La sonnette a retenti. J'ai regardé et j'ai vu mes parents, ainsi que mon beau-père et ma belle-mère. Lee était parti et je les ai fait entrer. J'ai offert des boissons, mais ils ont tous refusé et se sont assis dans le salon. Je me suis tenu près de l'embrasure de la porte et j'ai demandé. Ma mère, Lassie, a répondu, nous avons eu une petite réunion. Nous nous sommes rassemblés dans le salon, et ma mère, Lassie, a finalement dit, nous avons décidé de venir ici pour savoir ce que tu en penses. Je me suis assis, mes émotions me submergeant discrètement mais visiblement. J'ai sangloté un instant, puis je me suis redressé et j'ai regardé ma mère. Elle m'a dit plus tard que dans ce seul regard, elle avait vu tant de dévastation et de mélancolie, tant de douleur, qu'elle avait réalisé que rien ne pouvait être réparé. Mon père a rompu le silence, a-t-il une chance que tu puisses parler à Lee? Pourquoi faire, ai-je répliqué sèchement. Que pourrait-elle bien dire? Elle a détruit notre famille, et ce n'était pas juste une nuit, c'était 3. Elle n'a même pas essayé de le cacher à ses collègues. Maintenant, le monde entier est au courant. Hélène, ma belle-mère, est intervenue, je sais qu'elle a fait une erreur, Marty, une grosse erreur. Elle le sait aussi. Mais vous avez des filles, et vous vous êtes aimés pendant de nombreuses années. Il y a encore beaucoup à sauver si tu peux le trouver en toi. J'ai secoué la tête. Je ne la considère plus comme ma femme. Je ne la considérerai plus jamais comme ma femme. Elle est juste la mère de mes enfants maintenant, et c'est tout. La voix d'Hélène est devenue plus vive, tu as mal, Marty, je comprends que ton ego ait pris un coup et que tu aies du mal à passer outre. Mais votre mariage n'a pas à se terminer à cause de quelques jours seulement. Hélène, ai-je dit fermement, je t'admire et je t'aime, mais ta fille a causé des dommages irréparables. S'il te plaît, ne fais plus aucune tentative de réconciliation, il n'y a aucune chance. Elle a soupiré et levé les mains en signe de défaite tandis que je continuais, ce à quoi nous devrions penser maintenant, c'est à quoi ressemblera la vie après le divorce, une fois qu'il sera prononcé. Ma mère a fondu en larmes. Attends juste quelques jours, Marty, a-t-elle plaidé, juste quelques-uns. Ton père et moi pouvons emmener les enfants pour le week-end. Nous les emmènerons au lac. J'ai accepté à contre-cœur. Juste à ce moment-là, les filles ont été déposées par le bus scolaire. Elles ont couru jusqu'à la porte, mais le code avait été changé, alors elles ont dû frapper. Quand elles ont vu leurs grands-parents, elles ont été surprises, mais ont immédiatement commencé à me raconter leur journée. Ce n'était pas aussi grave que je le craignais. Betsy, ma fille la plus dure, a mentionné que Sharon Davis, une de ses amies, lui avait posé des questions sur la vidéo. Betsy a dit à Sharon qu'elle ne l'avait pas vue, mais qu'elle en était au courant. Sharon a ensuite demandé si ses parents divorçaient. Betsy ne savait pas, Linda ne savait pas. Moi, je savais. Je leur ai dit, nous réglerons ça plus tard. Elle n'était pas excessivement émotive, mais Linda a demandé où était leur mère. Hélène est intervenue en répondant, elle est juste à côté. Vos grands-parents sont là pour parler à votre papa, mais nous pensons que vous, les filles, devriez faire vos valises pour le week-end. Nous vous emmènerons au lac. Les filles ont hésité, mais ont finalement accepté de faire leurs valises. Je ne voulais pas qu'elles aillent voir Lee, mais les autres ont insisté sur la nécessité. J'ai clairement indiqué que Lee ne pourrait voir les filles que sur le porche, une fois leur sac fait. Hélène est allée chercher Lee. Les valises ont été chargées dans la voiture et les filles ont attendu sur le porche avec leurs grands-parents. Lee et Hélène sont revenus peu après. Les filles n'ont pas couru vers leur mère, au lieu de cela, elles sont restées là, à attendre. De ma fenêtre de chambre au 2e étage, je pouvais tout voir et tout entendre. Lee s'est agenouillée devant les filles et toutes les 3 ont serré leur maman dans leurs bras. Linda a demandé doucement, « Que as-tu fait? Comment as-tu pu avoir des relations sexuelles avec ce type ?» La dernière question a été prononcée dans un sanglot.
La voix de Lee a tremblé, j'ai fait une très grosse erreur, ma chérie. J'essaie de comprendre pourquoi je l'ai fait, mais je vous aime toujours beaucoup, les filles, et votre papa aussi. Betsy a croisé les bras, le visage impassible, si tu aimais papa, tu n'aurais pas fait ça. Et tu as tout mis en vidéo. Comment as-tu pu? Des larmes ont coulé sur son visage. Lee a commencé à pleurer aussi. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit, la voix brisée. C'était une terrible erreur. Elle a essayé de serrer Betsy dans ses bras, mais Betsy l'a repoussée. Vaincue, Lee s'est levée et est retournée à la voiture de son père. Mes parents ont mis les filles dans leur fourgonnette et tout le monde est parti dans des directions différentes. Je me suis assis sur mon lit, abasourdi et profondément attristé. Puis la colère m'a envahi. Je la sentais bouillir en moi, dirigée principalement contre Larry. J'ai fait les 100 pas dans ma chambre, hurlant et criant, jusqu'à ce que je descende au sous-sol. J'ai commencé à frapper le sac de frappe qui y était suspendu, déversant toute ma fureur dans chaque coup. Chaque coup était dirigé contre Larry ou contre Lee. Quand j'ai finalement arrêté, épuisé et trempé de sueur, mes mains étaient rouges et saignaient. Je les ai nettoyées du mieux que j'ai pu, je me suis servi un verre fort et je suis allé me coucher. Cela a pris beaucoup de temps, mais finalement, je me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai fait un long footing rapide pour me vider la tête. À mon retour, j'ai rassemblé tous mes documents financiers et je suis allé rencontrer Joanne Ellis, l'avocate spécialisée en droit de la famille. Joanne, la quarantaine, était mince, avec des cheveux et des yeux foncés. Elle était vêtue de façon décontractée, en jean et sweatshirt. « Désolée, je suis un peu sous-habillée », a-t-elle dit avec un sourire d'excuse. « C'est samedi et j'ai travaillé dans le jardin. »« Pas de problème, » ai-je répondu, « vous êtes très bien. » Elle a souri et m'a fait signe de la suivre, allons à la salle de conférence. Une fois assis, j'ai commencé, Mademoiselle Ellis, j'aimerais comprendre mes options pour divorcer de ma femme. Je peux tout vous expliquer, a-t-elle dit, mais êtes-vous absolument sûr de vouloir divorcer? C'est un chemin difficile, surtout avec 2 enfants. Oui, ai-je dit fermement. Les jumelles ont 13 ans et je veux leur garde. Joanne a hoché la tête, nous y viendrons, mais d'abord, revenons à la question de savoir si vous voulez mettre fin à votre mariage. Est-ce que quelque chose de similaire à ce qui s'est passé à Miami est déjà arrivé auparavant, ou est-ce un incident isolé, a demandé Joanne. Je ne pense pas qu'elle ait déjà fait quelque chose comme ça auparavant, ai-je répondu, hésitant, mais je n'en suis pas certain. Donc, si c'est vrai, vous êtes certain de ne pas pouvoir vous y résoudre? Non, ai-je dit rapidement, ne laissant aucune place au doute. Bien, a-t-elle dit en passant à autre chose. Alors, discutons des finances. Nous avons examiné qui gagnait combien et qui faisait quoi pour les enfants. Joanne a été ravie d'apprendre que la maison m'appartenait avant le mariage et était uniquement à mon nom. Elle a également noté que les enfants y avaient vécu toute leur vie, ce qui, selon elle, pourrait jouer en ma faveur en matière de garde. De plus, elle a souligné que mon emploi du temps de contractuel travaillant à domicile et mon rôle de principal pourvoyeur de soins me donnaient un avantage. Cependant, elle a averti que rien ne pouvait être garanti devant les tribunaux. Nous avions des revenus similaires, bien que les miens fussent moins stables. Joanne pensait qu'aucun de nous ne serait tenu de payer une pension alimentaire, compte tenu des circonstances, bien qu'elle ait noté que le parent non gardien serait probablement tenu de contribuer à quelque chose. À quelle vitesse pouvons-nous commencer la procédure de divorce, ai-je demandé. Il faudra environ une semaine pour préparer et déposer les documents, a-t-elle répondu, mais je pense que vous devriez attendre un peu plus longtemps. Les gens changent souvent d'avis, et il est très probable que le tribunal vous ordonnera de suivre des séances de conseil. Cela peut-il être évité? Je ne veux plus jamais lui parler en tête-à-tête. Vous devrez avoir ces conversations, a expliqué Joanne, bien que nous puissions essayer de les minimiser. Elle a jeté un coup d'œil à mes mains, qui étaient enveloppées de bandages. Qu'est-il arrivé à vos mains? J'étais en colère hier soir, ai-je admis. Je l'ai passé sur mon sac de frappe, j'ai oublié de mettre des gants. Eh bien, au moins vous ne l'avez pas passé sur Monsieur Johnson ou votre femme, a-t-elle dit à moitié en plaisantant. J'ai froncé les sourcils. En parlant de ça, y a-t-il un moyen de le poursuivre pour ça? Il doit payer. Joanne a secoué la tête, dans cet état, il n'y a pas de voie légale pour poursuivre pour adultère ou pour rupture de lien affectif. C'était autrefois une option, mais plus maintenant. J'ai aussi vérifié le droit de la Floride, il n'y a pas non plus une telle possibilité là-bas.
Il doit payer, ai-je dit, ma voix se durcissant. Mon ton a semblé un peu perturber Joanne. Laissez-moi voir ce que je peux faire, a-t-elle dit prudemment. Juste pas de violence, s'il vous plaît. Pas de promesses, ai-je marmonné. Monsieur Martin, a-t-elle dit fermement, je dois vous avertir qu'en tant que votre avocate, tout ce que vous me dites est confidentiel. Cependant, si je crois que vous êtes sur le point de commettre un crime violent, je pourrais être obligé de le signaler. Joanne, vous n'aurez jamais à vous en soucier, ai-je répondu en essayant de la rassurer. J'ai signé l'accord, payé ses honoraires et lui ai demandé de préparer les documents dès que possible. Quand je suis rentré à la maison, il était déjà midi. Mon père, le lent, a appelé peu après mon entrée. « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui » m'a-t-il demandé. « Je vais bien. Je reviens juste du cabinet de l'avocat. »« Oh, et qu'ont-ils dit ?» Nous avons parlé de ce qui se passerait en cas de divorce. « Marty, a-t-il dit doucement, tu dois y aller mollo. Ne précipite pas la décision, c'est trop important. Tu ne devrais pas la prendre à la hâte. » Dès que Lee a laissé ce salaud la toucher, elle était finie. Le fait qu'elle l'ait fait encore et encore ne fait qu'aggraver les choses, mais même une seule fois aurait suffi. Ta mère pense que Lee t'a tellement blessé qu'il n'y a plus d'espoir, a dit mon père, et je pense qu'elle a peut-être raison. Mais quand même, je veux que tu ralentisses. Au moins, laisse-Lee tout expliquer. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire qui changerait d'avis, ai-je répliqué sèchement. Il y a eu un silence au bout du fil pendant un instant, puis mon père a admis, je ne sais pas. Je ne peux rien imaginer. Exactement, ai-je dit fermement, il n'y a rien qu'elle puisse dire. Nous avons changé de sujet pour parler des filles et de la façon dont elles géraient tout. Linda était triste et renfermée, tandis que Betsy était en colère et luttait pour contrôler ses émotions. Ma mère travaillait avec elles deux, les rassurant qu'elles ne perdaient pas leurs parents, que nous serions toujours là pour elles. Plus tard, le téléphone fixe a sonné sans identification de l'appelant. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. C'est Ellie, Marty, si tu es là, s'il te plaît, décroche le téléphone. J'ai besoin de te parler, Marty, s'il te plaît. J'ai besoin de ça. Je sais que j'ai tout gâché et je sais à quel point tu dois être en colère et blessé. Tu es la seule personne à qui j'ai jamais pu parler de quoi que ce soit de sérieux. Vais-je te perdre? Non, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée alors qu'elle sanglotait, puis elle a raccroché. En l'écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. La colère a de nouveau déferlé et je suis descendu au sous-sol. Cette fois, je me suis souvenu de mettre des gants avant de frapper le sac de frappe, mais ça faisait toujours mal. J'ai frappé et donné des coups de pied au sac jusqu'à être complètement épuisé, puis je suis monté prendre une douche. Certains hommes se tournent vers l'alcool dans des situations comme celle-ci, pour moi, c'est le sac de frappe ou la course à pied. Sous la douche, mes pensées sont revenues à Larry. Une idée continuait de faire surface dans mon esprit. Je possède 2 pistolets enregistrés, un revolver de calibre .45 et un pistolet Smith & Wesson de calibre .40. Mais un jour, alors que je faisais du jogging, j'ai remarqué quelque chose de brillant dans les hautes herbes. C'était un pistolet semi-automatique Toru .380. Je l'ai ramassé, il était chargé et entièrement fonctionnel, mais le numéro de série avait été limé. Je savais que c'était illégal, mais je l'ai gardé. Après l'avoir nettoyé, je l'ai emmené un jour à un stand de tir. À ma surprise, il tirait avec une grande précision. J'ai pensé à Larry. Je n'arrêtais pas d'imaginer cette arme, à quel point ce serait facile. Je ne pouvais pas ni y avoir pensé, mais j'avais mes filles à l'esprit. Finir derrière les barreaux ne ferait qu'empirer les choses pour elles et pour moi. J'ai repoussé ces sombres pensées. J'ai aussi réalisé que ce n'était pas le bon moment pour parler à Lee. Tôt ou tard, nous devrions avoir une conversation en face à face, mais la seule pensée de la rencontrer me rendait presque physiquement malade. Assis seul dans la maison, un sentiment de désespoir profond s'est emparé de moi. C'était comme si une lourde couverture avait été jetée sur moi, me clouant au canapé. Ma respiration est devenue laborieuse et soudain, une vague de peur m'a envahi. J'ai sauté presque instinctivement, comme pour me débarrasser de cette sensation. Si quelqu'un m'avait vu, il aurait pu penser que j'avais perdu la tête. Je savais qu'il fallait que je bouge, alors je suis allé faire une marche rapide. D'une certaine manière, mes pieds m'ont mené devant la maison de Larry. Je ne me suis pas attardé, mais j'ai remarqué le peu de sécurité qu'elle semblait avoir. La mai.
son était grande, neuve et proche de la rue. Il y avait un panier de baskets dans l'allée, mais pas de voiture en vue. Il y avait aussi un grand garage à l'arrière. J'ai passé devant, fait une boucle et suis repassé devant, prenant discrètement quelques photos avec mon téléphone. Ensuite, je suis passé devant la maison des parents de Lee, plus au nord. Leur voiture était garée dans l'allée et j'ai remarqué que la voiture de Lee était toujours dans notre garage. J'ai continué à marcher, me dirigeant vers un magasin où j'ai acheté un téléphone portable prépayé et un Pepsi Light. Finalement, je suis rentré chez moi. Il était 15 h un samedi. De retour à la maison, je me suis fait un sandwich, mais je n'ai pas pu le finir, peut-être 3 bouchées. Au moment où j'ai cessé de bouger, ce désespoir suffocant est revenu en force. J'ai sorti le pistolet .380 et j'ai quitté la ville pour me rendre sur la propriété de mon ami, où il avait quelques hectares de terrain avec un stand de tir ouvert. Sa famille était en Floride, donc je savais que l'endroit serait vide. J'ai tiré 2 boîtes de cartouches avec le pistolet. L'arme était peu coûteuse mais fonctionnelle, bien que plus lourde qu'une arme à feu idéale. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à une pharmacie et j'ai acheté 2 bandes de compression en néoprène pour les cuisses. De retour à la maison, j'ai construit un étui de corps improvisé pour le .380, le positionnant dans ma région lombaire. J'ai même testé la course avec, ça a bien fonctionné. Mon téléphone portable était éteint toute la journée et quand je l'ai rallumé, j'ai trouvé 11 messages vocaux, une vingtaine de SMS de ma famille, de collègues et d'amis, et d'innombrables emails. Les messages vocaux provenaient principalement de Lee, Hélène et ma mère, tous disant la même chose, s'il vous plaît, contactez-nous, nous devons parler. Les SMS étaient similaires, mais 2 se distinguaient, ils provenaient de Milt, le père de Lee. Le premier était des excuses pour les actions de Lee et pour ne pas avoir élevé une fille plus responsable. Le second message, envoyé quelques minutes auparavant, demandait si je voulais lui parler loin des femmes. Je l'ai appelé, mais l'appel est allé sur la messagerie vocale. Je n'ai pas laissé de message, mais 3 minutes plus tard, il m'a rappelé. Marty, a-t-il dit, j'avais besoin de sortir de la maison pour une promenade. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que tu voulais parler. Milt, ai-je dit, pouvons-nous nous rencontrer quelque part? Que dirais-tu du parc Raymond, près du terrain de basket? D'accord, dans environ 30 minutes, ça ira, a-t-il dit. J'ai mis un dîner. J'ai glissé le 380 dans ma poche, juste au cas où je verrais Larry, qui vivait à seulement un demi-mile du parc. Après 10 minutes de route, je me suis garé et j'ai repassé devant la maison de Larry avant de me diriger vers le parc. Milt était déjà là quand je suis arrivé. C'était un petit parc avec seulement une poignée de personnes. Nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes assis sur un banc près du terrain de basket. Milt a commencé, je voulais m'assurer que tu allais bien. D'après ce qu'Hélène et ta mère ont dit, j'étais inquiet. Je ne vais pas bien, Milt, ai-je dit d'un ton monocorde. Je me sens pire que jamais dans ma vie. Il a hoché la tête solennellement. C'est comme ça que je me suis senti quand ma mère est décédée. Il m'a fallu 1 an pour me sentir à nouveau moi-même. J'ai juste continué jour après jour, en travaillant et en essayant de me concentrer sur d'autres choses. C'est ce que tu devrais faire aussi. Facile à dire, terriblement difficile à faire, ai-je murmuré, et ça ne fait qu'1 jour. Milt a soupiré, si cela peut te consoler, Lee est presque catatonique. Elle n'a pas mangé depuis qu'elle est venue chez nous et je doute qu'elle ait prononcé plus de 3 phrases. Nous pensons appeler à l'aide. Tu as probablement raison, ai-je répondu amèrement. La culpabilité, Milt, la ronge vivante. Mais moi, je n'ai pas cette culpabilité. Ce que j'ai, c'est de la colère. Je suis désolé d'entendre ça, a dit Milt doucement, mais pour le bien des filles, elle doit se ressaisir. Elles auront besoin d'elle. Je ne comprends pas pourquoi elle est si choquée, ai-je dit en secouant la tête. Elle a tout fait ouvertement. Pensait-elle vraiment que personne ne le saurait? Que je ne le saurais pas tôt ou tard? Même sans YouTube, quelqu'un, ses collègues, mes amis, l'aurait appris. Je ne pense pas qu'elle réfléchissait clairement du tout, a dit Milt. Elle était dans une situation étrange, loin de chez elle, et subjuguée par une célébrité. Je pense qu'elle a cédé à des sentiments qu'elle aurait normalement réprimés. J'ai laissé échapper un rire sec. Tu essaies de rationaliser ça, mais je te le dis, Milt, elle a eu un faible pour Larry depuis l'université. Milt est resté silencieux un instant, puis a dit, peut-être, mais même si. C'était le cas,
je ne pense pas qu'elle voulait que tout cela arrive. Ça n'a pas d'importance, ai-je dit fermement. Elle a fait son choix, et maintenant nous en payons tous les frais. Et elle pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, ai-je dit amèrement. Milt, et qu'est-ce que tu vas faire? Il est très probable que je divorce d'elle, ai-je répondu fermement. En ce moment, je ne peux même pas penser à elle sans ressentir de la colère et de l'hostilité. J'espère juste ne pas tomber malade à cause de tout ça. Milt a hoché la tête, écoute, je sais que tout le monde te dit d'attendre avant de prendre des décisions, et honnêtement, je ne comprends pas comment tu pourrais retrouver une quelconque semblance de vie de famille avec elle après ça. Oui, ai-je dit, le coupant presque. Cette affaire est perdue. J'attendrai, mais pas longtemps. Tu devrais la préparer si elle est dans un si mauvais état que tu le dis. J'essaierai de gérer les choses avec précaution. Nous nous sommes séparés et j'ai commencé à marcher vers ma voiture garée dans une rue voisine. Au moment où j'ai atteint le coin, j'ai vu Larry dribbler un ballon de basket vers le terrain du parc. Il venait de la rue transversale. Je me suis figé, ma main cherchant instinctivement l'arme dans ma poche. Au même moment, Milt, qui descendait la rue dans sa voiture, a aussi vu Larry et a klaxonné. Larry a sursauté, surpris, et a perdu le contrôle du ballon de basket. Il a roulé dans la rue. Sans réfléchir, Larry a couru après, sans même regarder la circulation venant en sens inverse. Et puis c'est arrivé. Ce n'est pas Milt qui l'a frappé. Une autre voiture, un SUV roulant dans la direction opposée, a percuté Larry. Le conducteur avait été bloqué par la voiture de Milt et n'avait probablement pas vu Larry avant qu'il ne soit trop tard. Le SUV l'a frappé violemment, le projetant par-dessus le capot et le pare-brise, le faisant voler en l'air avant qu'il ne s'écrase sur l'asphalte. Milt a continué à rouler. J'ai couru vers Larry et, à ce moment-là, il était encore en vie, conscient même. Je l'ai regardé, étendu là. Le conducteur du SUV, un homme plus âgé, est aussi arrivé en courant, criant qu'il avait déjà appelé le 911. L'hôpital n'était qu'à 4 pâtés de maison, mais il n'y avait pas assez de temps. Larry a essayé de me dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Je l'ai regardé s'éteindre lentement. Les ambulanciers sont arrivés 2 minutes plus tard. Ils ont travaillé aussi dur qu'ils ont pu sur lui, mais c'était inutile. Big Al était parti. Étrangement, je me suis senti trahi. La police est arrivée peu après. J'étais nerveux car, bien que j'aie un permis de port d'armes dissimulé, l'arme dans ma poche était illégale. Malgré tout, j'ai répondu à toutes leurs questions, donné mon nom et mon adresse, et j'ai été relâché sans problème. Le conducteur âgé du SUV était secoué et bouleversé. Je l'ai rassuré, ainsi que la police, en lui disant qu'il n'aurait rien pu faire. Larry avait imprudemment couru après le ballon dans la rue. Environ 1 heure plus tard, je suis rentré chez moi. Une fois là, j'ai pris le pistolet 380 et l'ai jeté pour de bon. J'ai ensuite conduit directement chez Milt. Je savais qu'elle était là, mais je n'étais pas prêt à lui parler. J'avais besoin de parler à Milt de ce qui venait de se passer. Quand je suis arrivé, j'ai sonné à la porte. Hélène a ouvert, et son visage a immédiatement enregistré mon état émotionnel. J'étais chargé d'adrénaline et, étrangement, d'une sorte d'euphorie. Elle a demandé doucement, « Tu vas bien ?» Je vais bien, ai-je répondu rapidement. Milt est là. J'ai besoin de discuter de quelque chose avec lui. Hélène a hoché la tête mais a hésité, tu ne veux pas voir Lee? Non, trop tôt. Elle a appelé, Milt. Marty est là. Milt est descendu et je lui ai fait signe de venir dehors avec moi. Nous avons marché une courte distance de la maison. Milt, ai-je dit, Big Al est mort. Les yeux de Milt se sont écarquillés, bon sang. Tu l'as tué? Il m'a regardé attentivement, presque avec prudence. Je t'ai vu avec un pistolet, Marty. Non, mon Dieu, je ne l'ai pas tué, ai-je dit fermement. Il a été heurté par une voiture. J'ai vu ça. Il courait après son ballon de basket et a traversé la rue comme un enfant. Il est parti. Milt m'a fixé un instant, puis a secoué la tête. Dieu travaille de manière mystérieuse, a-t-il murmuré. Ceci, c'était un accident évident. Oui, ai-je acquiescé. C'était un accident, mais je me suis quand même senti trahi quand il est mort. Et puis, j'ai hésité. Et puis je l'ai vu comme une sorte de grâce salvatrice. Milt a soupiré, je te laisse,
à toi ou à Hélène, le soin de dire à Lee que son petit ami est mort. Ce n'est pas son petit ami, a dit Milt défensivement. Mais oui, nous lui dirons. Ça va de toute façon faire la une des journaux bientôt. Certainement, ai-je répondu. Comment va-t-elle? Pas bien, a-t-il admis. Toi, en revanche, tu as l'air presque soulagé. Je suppose que oui, ai-je dit. J'ai l'impression d'avoir échappé à une balle, littéralement. Mais je sais aussi que je ne peux plus être avec elle, quoi qu'il arrive. Milt a hoché la tête lentement. Je veux sauver ma fille, a-t-il dit, la voix lourde. Je pense qu'elle se dirige vers l'abîme. Je sais qu'elle a fait une grosse erreur, mais je l'aime. Je veux qu'elle ait une vie. Alors je te demande, si tu vois un moyen, au moins, ne t'interpose pas. Peut-être plus tard, tu pourras donner un coup de main. C'est une grosse demande, Milt, ai-je dit après un instant. Laisse-moi y réfléchir. Mais pour l'instant, tu dois la tenir éloignée de moi. Si je la vois trop tôt, je ne pourrai aider personne. C'est juste, a dit Milt. Félicitations pour avoir échappé à un meurtre, a-t-il ajouté avec un sourire forcé. Nous avons ri d'un rire étrange mais sincère avant de retourner à la maison. Je suis parti peu après. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Les filles ont appelé et nous avons eu une bonne conversation. Elles semblaient de meilleure humeur, ce qui m'a remonté le moral. Le dimanche, cependant, la dépression s'est insidieusement réinstallée. C'était une belle journée, mais je n'avais rien de mieux à faire que de penser à l'état de mon mariage. Peu importe ce que Milt disait, je savais que Lee et moi ne pourrions jamais être de nouveau ensemble. Cette prise de conscience m'a rendu profondément triste, mais c'était la vérité. Je suis allé faire une autre longue course, puis j'ai marché le long de la rivière jusqu'au centre commercial avant de rentrer chez moi. Après la douche, je me suis dirigé vers la maison de mes parents pour un pique-nique dominical avec les filles. Les jumelles étaient de meilleure humeur. Elles avaient eu une conférence téléphonique avec Lee, qui semblait plus optimiste. Elle les a encouragées, et elles ont parlé de l'école. Il n'y a eu aucune mention de Big Al, de l'infidélité de Lee ou de la mort de Larry. L'appel s'est concentré sur des sujets plus légers comme l'école et leur vie quotidienne. Lee leur a dit qu'elle les verrait dès qu'elle irait mieux. Malgré tout, j'ai passé un bon moment cet après-midi-là. Pendant que les filles nageaient dans la piscine, j'ai dit à mes parents que j'avais été témoin de l'accident et de la mort de Big Al. Ils étaient choqués. « Pourquoi ?» a demandé mon père. « Tu n'y étais pour rien, n'est-ce pas ?» « Non », ai-je répondu fermement. C'était juste une coïncidence. J'étais au parc avec Milt, en train de parler. Il est parti, et puis Larry a été heurté. Il a couru dans la rue en poursuivant son ballon de basket. D'accord, a dit mon père après un instant. Eh bien, je ne peux pas dire que je suis désolé. Que le Seigneur ait pitié de son âme. Nous avons changé de sujet après cela. Le lundi, Joanne Ellis m'a appelé. Sa première question concernait ce que je ressentais à propos de la mort de Larry. Elle ne savait pas que j'avais été là, car mon nom n'avait pas été publié. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a écouté, mais a semblé à la fois étonnée et peut-être un peu méfiante. Si j'avais été à sa place, j'aurais probablement ressenti la même chose. Ensuite, elle m'a informé que les documents de divorce seraient prêts pour mercredi et m'a demandé quand je voulais qu'ils soient signifiés. Je lui ai dit d'attendre un peu. Lee était en mauvais état, et j'avais fait une sorte de promesse à Milt. Les filles ont décidé d'aller à l'école, même si la mort de Big Al et son coup de gueule de la semaine précédente faisaient la une. J'étais seul la majeure partie de la journée et j'ai décidé de travailler. J'ai fait une demi-journée pour l'armée, me concentrant quelques heures avant de passer à mes propres projets. Plus tard, j'ai récupéré les filles à l'école après leurs activités périscolaires. Pour le dîner, nous avons mangé de la pizza, quelque chose que je pouvais faire moi-même et qu'elles adoraient. Nous avons passé une bonne soirée, mais avant de dormir, les deux filles ont posé la même question, « Maman reviendra-t-elle » Je leur ai répondu honnêtement, je ne pense pas que les choses reviendront comme avant. Je ne peux pas dire avec certitude ce que l'avenir nous réserve, mais je ne nous vois pas revenir aux mêmes arrangements qu'avant. Quelque chose d'autre nous attend, mais quoi qu'il arrive, nous vous aimons toutes les deux très fort. Le mardi, Milt et Hélène m'ont appelé. Ils voulaient se rencontrer, alors nous avons convenu de nous retrouver au Starbucks pour un café. Milt m'a dit qu'il avait contacté un conseiller conjugal et m'a demandé de m'impliquer avec Lee.
Hélène a ajouté, si tu demandes le divorce pour cause d'adultère, le tribunal ordonnera très probablement une thérapie de toute façon. D'accord, ai-je dit après un moment de réflexion. Mais je ne mentirai pas sur ce que je ressens. Si nous nous lançons là-dedans et creusons vraiment, je ne vaux pas comment cela pourrait nous aider. Nous ne te demandons pas de mentir, a dit Milt. Prends juste les choses lentement, écoute le psychologue, parle à Lee. Sinon, je pense qu'elle va avoir des problèmes encore plus graves. L'accident de Big Al semble l'avoir secoué jusqu'à la moelle. Au fait, nous ne lui avons pas dit que tu étais là quand c'est arrivé, a ajouté Hélène. La première séance est prévue pour lundi prochain à 10h. Le lundi suivant, je suis arrivé ponctuellement à 10h pour la séance de thérapie. Je ne voulais pas risquer d'attendre dans la même pièce que Lee. La conseillère, le docteur Sylvia Price, nous a accueillis. C'était une femme d'une 50aine d'années, un peu potelée mais agréable, psychologue certifiée en conseil conjugal et familial. Elle nous a conduits à son bureau. Jusqu'à ce moment, Lee et moi n'avions pas parlé. Elle avait l'air malade, pâle, et se frottait constamment les mains. Le docteur Price a commencé par expliquer la nature de sa pratique et son expérience avec les cas d'adultère. Puis elle m'a demandé directement, « Marty, quel est votre objectif dans cette thérapie ?» J'ai répondu sans hésitation, « Je veux avancer dans la vie. Je veux rester un bon père pour mes enfants, mais je ne crois pas qu'une réconciliation soit possible dans ce mariage. » Elle s'est tournée vers Lee, « Et vos objectifs, Lee ?» La voix de Lee tremblait, « Je veux retrouver ma vie d'avant. Je sais que cela n'arrivera peut-être pas, mais j'aimerais rester la femme de Marty, même si les choses ne doivent pas être les mêmes. » Le docteur Price nous a regardés tous les deux et a résumé, « Si je comprends bien, Lee est allée à Miami pour une conférence professionnelle où elle a renoué avec un homme qu'elle connaissait de l'université. Ils ont passé plusieurs nuits ensemble. Cet homme était connu, et les deux ont été publiquement liés. Est-ce exact ?» Lee a hoché la tête, « Oui », a-t-elle dit doucement. Je ne pensais pas que mes actions à Miami deviendraient publiques. Je pensais que cela n'affecterait que le temps où j'étais loin de ma famille. Le docteur Price a insisté, « Si c'est vrai, pourquoi avez-vous été danser avec Monsieur Johnson? Vous deviez savoir qu'il était une personne célèbre. » Lee a hésité, « Je pensais que ce serait amusant. » Ce n'était pas loin de l'hôtel, et, eh bien, c'était amusant. Le docteur Price ne l'a pas lâché, « Mais vous saviez que vos collègues découvriraient votre relation, et vous deviez comprendre que Marty le découvrirait aussi, sinon aussi vite qu'il l'a fait, du moins à terme. » Lee a baissé la tête, « Oui », a-t-elle admis doucement. Le docteur Price s'est tourné vers moi, « Marty, pourriez-vous expliquer pourquoi vous êtes si certain que le mariage est terminé ?» J'ai regardé Lee droit dans les yeux, parce que Lee était la seule personne au monde que j'aimais et à qui je faisais confiance plus que quiconque. Quand j'ai vu qu'elle pouvait me trahir si facilement et si ouvertement, j'ai été dévasté. Mes grands-parents sont morts dans un accident il y a des années, et j'ai ressenti une douleur terrible pendant longtemps, mais cela n'est même pas comparable. Rien n'est comparable. Je ne me remettrai plus jamais dans une position où je serais anéanti comme ça. S'il y a pu me faire ça, alors n'importe qui pourrait le faire. Je ne pourrai plus jamais lui donner, ni à personne, ce genre de pouvoir sur moi. Lee a éclaté en sanglots ouverts quand j'ai fini de parler. Le docteur Price a demandé, « Marty, comment vous sentez-vous en la voyant dans cet état ?» J'ai expiré en secouant la tête, « Je suis juste triste et en colère. C'était si cruellement flagrant envers moi et envers nos enfants. Même si cela a été fait par stupidité, sans intention de nuire, cela a quand même tout détruit. C'était si terrible, ai-je dit, ma voix tremblant de colère, et pourquoi ? 3 nuits avec un espèce de séducteur que tu voulais à l'université ? J'ai regardé Lee droit dans les yeux en posant cette question. Lee a sangloté, non, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Le docteur Price a interjeté, calmez-vous, Lee. Est-il vrai que vous aviez des sentiments sexuels pour Monsieur Johnson quand vous étiez à l'université ? Lee a hoché la tête lentement, oui. Il était grand, beau et célèbre. Il m'a harcelé à l'époque, mais j'étais avec Marty et j'ai dit non. Le docteur Price a insisté, alors pourquoi avez-vous dit oui à Miami ? Lee a hésité avant de répondre, pendant plusieurs mois avant cela, je me sentais un peu déconnecté. Nous étions tous si occupés, le travail, la famille, tout semblait être une routine. J'étais excité à l'idée d'aller à Miami. Je pensais que le voyage pourrait me revigorer. Mais dès que je suis arrivé là-bas, j'ai vu Larry. Il m'a serré fort dans ses bras et, à ce moment-là,
j'ai réalisé que je ne le repousserais pas s'il me voulait. Tout s'est passé si vite, je ne peux pas l'expliquer. Lee s'est arrêté, essuyant ses larmes. Nous avons eu des relations sexuelles. Elle géniale la nuit avant que je parte, n'est-ce pas? Où est-ce que je faisais semblant? Elle s'est tournée vers moi, la voix brisée. Non, c'était bien réel, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Ça m'a fait frissonner pendant tout le vol. Merde, je me sens si mal. Lee a éclaté de nouveau en sanglots, et mes propres larmes ont commencé à couler, mais ma colère bouillonnante aussi. Je sentais qu'elle montait, menaçant de me consumer. Je ne me faisais pas confiance pour la retenir, alors je me suis levé brusquement et suis entré dans le bureau extérieur. La rage brûlait en moi. J'ai serré les poings, prêt à frapper le mobilier, quand le docteur Price est sorti et a interrompu ma spirale. Pourquoi ne pas descendre aux toilettes pour homme 1 minute, a-t-elle suggéré. Je vais parler seul à Lee un instant, et ensuite je pourrai vous parler en privé. J'ai hoché la tête et suis parti, me dirigeant vers les toilettes pour me calmer. Quand je suis revenu 15 minutes plus tard, Lee sortait du bureau. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais elle ne pleurait plus. Désolée, Marty, a-t-elle dit doucement avant de partir. Le docteur Price m'a alors fait signe de m'asseoir. Marty, comment vous sentez-vous à propos de la mort de Monsieur Johnson, a-t-elle demandé. Je me suis penché en arrière sur la chaise, expirant lourdement. Vous savez, j'étais là. Je l'ai vu mourir, ai-je admis. Et j'en étais heureux. J'aurais pu le tuer moi-même, mais il a été éliminé avant même que je puisse y penser. C'est laid, mais c'est vrai. Et maintenant? J'ai marqué une pause. Maintenant, je me sens encore pire. Ce type a ruiné toute ma vie à cause d'une aventure, et je me suis senti floué de ne pas être celui qui l'a détruit. Le docteur Price m'a étudié un instant, pourquoi l'aventure de Lee avec Larry vous semble-t-elle la destruction de toute votre vie? Je l'ai regardé droit dans les yeux, parce que j'étais un homme de famille. C'était tout pour moi. Et ce que j'ai dit à propos de la trahison, je ne m'en remettrai jamais. Jamais. Je ne peux pas imaginer rencontrer quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance après ça. Lee a brisé cette confiance complètement, et au moment où je lui faisais le plus confiance. Le docteur Price a marqué une pause, mais seulement quelques jours se sont écoulés. Laissez-moi vous poser une question difficile, avez-vous pensé à quel point le sexe a pu être bon entre Lee et Larry? J'ai serré la mâchoire, oui, j'ai vu la vidéo sur YouTube. Il se désirait absolument. Et comment cela vous a-t-il fait sentir? Trahi, ai-je dit. C'était la pire trahison possible. Quoi qu'il arrive maintenant, Lee se souviendra toujours de cette aventure, de sa liaison fantastique et sexuellement chargée. Et si nous étions restés mariés, je croirais toujours qu'elle pensait à lui quand nous étions ensemble. Toujours. J'ai regardé le docteur Price, ma voix se durcissant. Vous savez, je voulais détruire ce souvenir pour elle, et j'ai toujours pleinement l'intention de le faire. C'est le moins que je puisse faire. Le docteur Price a froncé les sourcils, c'est une position difficile, Marty. C'est une femme que vous avez profondément aimée par le passé. Je l'ai aimée, ai-je dit doucement, ma voix se brisant profondément. C'est pourquoi cela fait si mal. Elle m'a vidé. Cela a mis fin à la séance. Le docteur Price m'a demandé de réfléchir au type d'arrangement de vie qui pourrait fonctionner si Lee et moi nous séparions. Le docteur Price m'a demandé de noter les faits sur ce qui s'était passé à Miami et pourquoi j'avais cédé. Elle voulait aussi que j'explique comment une réconciliation pourrait être possible entre Marty et moi. Avant Miami, je me sentais à ma place. Je n'appréciais pas les choses que j'aimais avant, le travail était devenu une routine et la vie de famille me semblait la même. Cela faisait un moment. Pendant des mois, j'ai eu ce vague sentiment lancinant de stagnation. J'avais hâte d'aller à Miami. Un collègue, Béan, me faisait la cour depuis qu'il avait été muté à notre bureau. Je l'avais toujours traité comme une blague, repoussant ses avances sans hésitation, mais sa persistance ne faiblissait pas. Béan n'était pas un homme laid, il avait une personnalité joyeuse et décontractée. Je n'étais pas offensé par son intérêt, mais je n'étais pas tenté non plus. Cependant, quand nous avons réalisé que nous allions tous les deux assister à la conférence de Miami, il a commencé à faire allusion au voyage comme à une opportunité pour nous. Il a suggéré qu'il serait plus facile de se lâcher loin de chez nous. Je lui ai fait savoir clairement que je n'étais pas intéressé, mais j'avoue que j'étais flatté au fond de moi. J'ai réfléchi au scénario, mais je savais que je n'irais jamais jusqu'au bout, pas avec lui.
C'était trop risqué et honnêtement, je n'étais pas si attiré par lui. Mais tout a changé quand nous sommes arrivés à l'hôtel. Pendant que nous nous enregistrions, Larry est apparu. Il est toujours aussi beau et charmant que dans mes souvenirs de l'université. Il m'a serré dans ses bras avec énergie et j'ai été complètement décontenancé. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il pouvait m'avoir. Je ne pourrais pas résister s'il me poursuivait, et Larry le savait aussi. Presque immédiatement, il m'a tiré à part et a demandé « Marty est-il là ?» Quand j'ai dit non, il a souri et a dit qu'il avait une chambre d'hôtel jusqu'à vendredi. Puis, sans hésitation, il m'a dit « Je te veux et je sais que tu me veux. » Et le pire, c'est qu'il avait raison. J'ai accepté de dîner avec lui. Je ne comprends toujours pas entièrement pourquoi je suis devenu une cible si facile. Marty et moi venions d'avoir des relations sexuelles incroyables la nuit précédant mon départ pour Miami. Je ne me sentais ni négligé ni mal aimé, mais quelque chose en moi se sentait faible, vulnérable, et quand Larry m'a poursuivi, je n'ai pas résisté. La nuit précédant mon départ pour Miami, j'étais encore sur le qui-vive, tout comme Larry. Être loin de chez moi ressemblait à un territoire inconnu, un laissez-passer auquel je ne m'étais pas autorisé à penser auparavant. Je n'ai pas une seule fois pensé à Marty ou aux conséquences s'il découvrait que j'avais trompé ou pas consciemment, du moins. Si j'y ai pensé, je ne m'en souviens plus maintenant, mais j'aurais dû. Si j'avais rencontré Larry en Virginie, je sais que j'aurais pu le repousser, mais à Miami, je me suis dit que j'étais dans un autre monde pendant quelques jours et je me suis convaincu que cela resterait ainsi. Au dîner, Larry et moi n'avons pas eu besoin de beaucoup parler. Il y avait une entente tacite entre nous, nous retournerions dans sa chambre après, en sautant le dessert. Une fois à l'intérieur, l'air entre nous crépitait d'anticipation. Larry m'a tiré dans un baiser passionné et bientôt, nous étions perdus dans l'étreinte l'un de l'autre. Sans hésitation, nos vêtements sont tombés, consumés par l'ardeur du moment. Mon attention se concentrait uniquement sur lui, son physique sculpté, son charme indéniable. Emportés par une excitation mutuelle, nous nous sommes abandonnés à nos désirs. Il m'a porté jusqu'au lit et notre passion s'est embrassée intensément. Au cours de la nuit, j'ai atteint de multiples sommets de plaisir jusqu'à ce que je me rende finalement à une inconscience béate. Je me suis réveillé à ces tendres baisers et le cycle s'est répété. Notre intimité a continué jusqu'au matin, me laissant complètement épanoui. Pourtant, je me suis précipité au petit déjeuner, en retard pour la réunion d'équipe. En arrivant, j'ai remarqué les regards entendus de mes collègues. Je sentais leurs spéculations tourbillonner autour de moi, mais j'ai balayé toute inquiétude quant à leur contact avec Marty. Leurs conjectures, je m'en suis assuré, étaient infondées. Mon temps avec Larry a surpassé tout ce que j'avais vécu auparavant. C'était peut-être la libération d'être loin de chez moi, libéré de responsabilités, ou l'attraction enivrante de son désir pour moi. Malgré le fait qu'il aurait pu avoir n'importe qui, il m'a choisi, et cette connexion magnétique était irrésistible. Après notre première rencontre, le schéma s'est répété. Après une réunion de travail, j'ai contacté Larry sans hésitation. Nous nous sommes offerts un rendez-vous de 2 heures. Nous avons commandé le service en chambre, avons mangé ensemble, puis sommes retournés à nos passions. Le lendemain matin, je sentais les regards en coin devenir plus perçants et j'ai commencé à m'inquiéter. Mais à 17 heures, j'ai rencontré Larry dans sa chambre à nouveau, et nous sommes restés au lit jusqu'à 20 heures. Le sexe était toujours incroyable, mais il n'avait plus l'intensité époustouflante de la première nuit. Même ainsi, nous avons commandé de la nourriture en chambre, puis Larry a suggéré d'aller danser. « Habille-toi un peu plus décemment », a-t-il dit, ce que j'ai pris comme un léger coup de pouce pour atténuer l'ambiance chambre d'hôtel. Cette nuit-là, nous sommes allés danser. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur YouTube. J'ai depuis regardé cette vidéo, pleinement consciente que Marty l'avait déjà vue. Je savais qu'au moment où il la regarderait, il verrait sa femme aimante désirer ouvertement, publiquement, un autre homme. La regarder de son point de vue m'a rendu malade de honte. Une fois la danse terminée, Larry et moi sommes retournés à l'hôtel et notre intimité a repris. Le lendemain matin, mon vol approchant, je me suis réveillé pour un autre moment intime avec lui. Nous avons partagé une douche rafraîchissante avant de nous habiller. Au petit déjeuner dans sa chambre, nous avons savouré nos derniers instants ensemble avant que je ne retourne dans ma propre chambre pour faire mes bagages pour le départ. Plus tard ce matin-là, ma colocataire Cindy a mentionné en passant m'avoir vu danser sur YouTube. Elle l'a décrite comme provocante. Une vague de terreur m'a me paralysant presque par son intensité. Soudain,
j'ai réalisé à quel point les enjeux étaient importants, non seulement mon mariage, mais ma réputation. De manière inattendue, j'ai croisé Bart Kova, l'un des amis proches de Marty, alors que nous montions dans le bus pour l'aéroport. J'ai essayé d'agir normalement et lui ai demandé si Marty avait appelé pendant mon absence à Miami. Je n'avais pas vérifié mon téléphone une seule fois. Mais Bart m'a dit la vérité, Marty avait appelé tous les soirs et chaque appel était allé sur la messagerie vocale. Bart m'a alors dit que Marty avait vu la vidéo YouTube. Il savait aussi que j'avais passé toutes les nuits avec Larry. J'étais sans voix. Le vol de retour fut atroce. Personne ne voulait me parler. J'étais assise près de la fenêtre tandis qu'un homme inconnu était à côté de moi. Je savais que Larry était sur le même vol, mais je ne l'ai pas vu. Quand nous avons atterri, j'ai récupéré mes bagages et j'ai enfin vu Larry. Il s'est approché de moi et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit, ça n'ira probablement plus jamais bien. Il avait l'air aussi abattu que moi. Je faisais la queue pour un taxi, sans toujours penser au fait que Marty pourrait m'attendre pour venir me chercher. Quand mon taxi est arrivé, le répartiteur a mis Larry dans le même véhicule. Nous sommes restés silencieux. Il s'est excusé, disant qu'il n'avait pas considéré les conséquences d'être sur YouTube. Je n'y ai pas pensé, a-t-il admis. Je lui ai dit que je ne voulais pas parler et j'ai demandé au chauffeur de taxi de le déposer en premier. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pu entrer dans la maison. Marty avait changé le code. Quand il a ouvert la porte, son expression était un mélange de dévastation et de colère. Incapable de lui faire face, je me suis retourné et j'ai fui. Depuis, je loge chez mes parents, vivant dans une quasi-léthargie. J'ai essayé de parler aux filles, mais Betsy m'a repoussé, et comment pourrais-je lui en vouloir? Parler au téléphone s'est mieux passé, mais il m'a fallu 1 heure pour me préparer émotionnellement avant de les appeler. Après cette première séance de thérapie, je suis parti avec le sentiment que mon mariage était vraiment fini. L'explication de Marty sur ses sentiments que j'étais la personne en qui il avait le plus confiance et que j'avais brisé cette confiance de la pire façon possible a été comme un coup de poignard dans le cœur. Maintenant, je ne sais pas comment gérer sa colère et son chagrin, et je ne sais pas comment je pourrais un jour lui demander de me faire à nouveau confiance. Je ne le mérite pas et je ne sais pas non plus. Quand ma mère m'a dit que Larry était mort, fauché par une voiture, j'ai ressenti une vague de chagrin accablante. Alors que nous étions dans le taxi ce jour-là, Larry m'avait demandé de l'appeler plus tard. J'aurais pu appeler, mais maintenant il est parti, et à cause de cela, je ressens un autre vide en moi. Si jamais j'avais à nouveau des relations sexuelles avec un autre homme, je suis sûr que je me souviendrai toujours du temps que j'ai passé avec Larry, mais maintenant, peut-être pas. Je ne peux pas me défaire du sentiment que si je l'avais refusé, il serait peut-être encore en vie. Ça n'a pas de sens, mais d'une certaine manière, si. Je suis complètement foutu. Les choses vont mieux à la maison. L'école a été difficile pour les jumelles, mais pas impossible. Betsy est toujours en colère et Linda s'ennuie de sa mère, bien que je pense que Betsy s'ennuie d'elle aussi, même si elle ne l'admettra pas. Elles ont des téléconférences nocturnes avec Lié, bien qu'elle semble un peu mieux pendant les appels, il est difficile de le dire à partir d'interactions si brèves. Notre deuxième consultation avec le Dr Price était similaire à la première, sauf que nous avons eu chacun des séances individuelles avant la séance commune. Le Dr Price m'a demandé, « Avez-vous pensé à ce qui pourrait rendre la réconciliation possible ?» Oui, ai-je répondu, mais je n'ai rien trouvé. Désolé. Pensez-vous que si vous compreniez pourquoi Lee s'est impliqué avec Larry, vous pourriez travailler à lui faire confiance? Si vous saviez ce qu'il a causé, pourriez-vous trouver comment le prévenir à l'avenir? C'est une stupidité, pardonnez l'expression, ai-je dit fermement. Je pense qu'elle voulait juste du sexe avec un homme et pensait pouvoir le faire sans conséquence. N'est-ce pas ce qu'elle a dit? Mais vous ne la croyez pas, a insisté le Dr Price. Je la crois quand elle dit qu'elle désirait Larry, mais je ne crois pas qu'elle voulait être prise. Pourquoi pas? Bonne question. Peut-être lui demander, document. Mais je vais vous dire ceci, ça n'a pas d'importance. Cela ne se terminera pas par une réconciliation. Il est impossible de surmonter une trahison insensée. Une trahison née de la croyance que l'on peut s'en tirer est impardonnable. Le Dr Price a hésité. Et si elle voulait être prise? J'ai gelé. Cela, ai-je dit lentement, serait encore pire. Si elle voulait être prise, cela signifie qu'elle voulait simplement partir. Quitter la famille, me quitter, quitter la vie que nous avons construite.
Peut-être qu'elle voulait du drame, vous savez, ai-je ajouté amèrement. Si Larry était encore en vie, je pense qu'elle serait avec lui en ce moment. Notre séance commune a commencé et s'est terminée de la même manière, lui demandant pardon. Je n'y ai pas cru. Même si elle était vraiment désolée, même si elle pouvait tout expliquer de manière sensée, je ne pouvais pas être avec elle. Rester avec elle serait comme vivre à côté d'une bombe à retardement. Après cette séance, j'ai demandé à mon avocat de signifier les papiers du divorce. Aujourd'hui, on m'a signifié les papiers du divorce. J'écris dans ce journal parce que j'espère que cela pourra m'éclairer, si ce n'est maintenant, un jour dans le futur. Lors de notre consultation cette semaine, j'ai remarqué que Marty semblait plus calme. Il n'était plus aussi en colère qu'avant. Pour moi, c'était le signe le plus clair que c'était fini entre nous. J'ai lu à ce sujet, les étapes du deuil. L'une des dernières étapes est l'acceptation. Marty a accepté que nous divorcions et que mon aventure a marqué la fin de notre mariage. Les papiers ne m'ont pas surprise. J'ai repris le travail, mais l'accueil de mes collègues a été glacial. Tout le monde sait que je suis la femme qui a ruiné sa vie de famille. Même Brady Béhan, qui m'avait poursuivi sans relâche, s'est éloigné. C'est sa perte, je suppose. Il aurait pu avoir une chance, mais je n'aurais pas cédé. Mon avocat m'a conseillé de demander la garde partagée des filles. Puisque Marty possédait déjà la maison avant notre mariage, l'avocat a dit qu'il y resterait probablement avec les jumelles. Le mieux que je pouvais espérer était une garde semaine par semaine ou peut-être des jours de congé alternés si je déménageais dans une localité de leur district scolaire. C'est tellement déprimant. J'ai dit à l'avocat d'avouer mon infidélité à Miami et d'accélérer le processus de divorce. Je n'ai pas besoin d'argent de Marty et il est évident qu'il ne veut pas d'argent de moi non plus. Nos économies seront partagées 50-50 sans drame. Tant d'années de ma vie semblent gâchées et maintenant tout ce qu'il me reste, ce sont des souvenirs. Mais j'ai fait mieux que Larry. Je ne le plains même plus. Je sais que je suis à blâmer, mais il a aussi sa part de responsabilité. Il n'avait pas à me poursuivre. Il aurait pu avoir n'importe qui. Pourquoi moi? Je ne le comprendrai jamais. Le docteur Price a suggéré que ma danse, mon comportement sexuel ouvert et mon incapacité à cacher mon infidélité pourraient signifier que je voulais inconsciemment commencer une nouvelle vie plus excitante. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. Marty, d'un autre côté, pense que je voulais être prise pour être libérée de notre vie. Eh bien, maintenant je suis libre et je déteste ça. Je n'ai aucun appétit sexuel, je ne vais pas dans les bars, j'ai repoussé Brady Béhan plusieurs fois et je ne me sens même pas tenté. Il serait si facile de tomber dans quelque chose de passager, mais je ne veux pas. Combien de temps durera ce vide? Aujourd'hui, le divorce a été prononcé. J'ai obtenu la garde principale des jumelles. Elles vivront dans la maison avec moi, comme elles l'ont toujours fait. Il y aura des droits de visite tous les 2 week-ends, 2 semaines en été et soit Thanksgiving, soit Noël. Les filles se retrouveront probablement avec 2 séries de cadeaux pour chaque fête. Betsy et Linda ont semblé soulagées quand je leur ai dit. Elles n'ont pas posé beaucoup de questions, ont juste hoché la tête tranquillement. Alors que j'étais assise dans la maison maintenant silencieuse, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Je sais que c'est la bonne décision, mais le poids de celle-ci pèse toujours sur moi. Pour le bien des filles, j'espère que Lee pourra se reconstruire. J'espère qu'elle pourra retrouver une certaine forme de bonheur. Le règlement final a abouti au même arrangement que celui que nous suivions depuis 6 mois. Lee avait pris un appartement à environ 2 miles de distance et nous avions convenu d'un calendrier de garde partagé pour les jumelles. J'ai dit à Milt et Hélène qu'ils étaient les bienvenus à tout moment et ils viennent souvent. Je suis sûr qu'ils rendent aussi visite aux filles quand elles sont avec Lee le week-end. Je n'ai pas eu beaucoup de rendez-vous depuis le divorce. Il y a quelques femmes divorcées dans notre ancien cercle d'amis et je suis sorti avec 3 d'entre elles. Nous sommes allés dîner, au bowling et avons passé des soirées décontractées ensemble. Dans un cas, je suis retourné à la maison pendant une semaine sans les enfants et nous avons été intimes pendant cette période. Le sexe était généralement très bon pour toutes les 3, je pense, mais j'ai clairement fait comprendre à chacune que mes expériences récentes m'avaient profondément marqué. Je leur ai fait savoir qu'il n'y aurait ni permanence ni exclusivité dans nos relations. Elles savent tout ce qui s'est passé. Tout le monde dans notre cercle social le sait, donc elles comprennent pourquoi je ressens cela. 2 d'entre elles semblent toujours penser qu'un jour je surmonterai ma peur, mais je ne pense pas que ce sera le cas. C'est un long voyage et je ne crois pas qu'il est un point d'arrivée.
La douleur que j'ai traversée, l'agonie pure d'imaginer Lee avec cet idiot de Larry ne me quittera jamais. À ce jour, le souvenir est tout aussi fort, bien que j'essaie de ne pas y penser. Les jumelles se sont assez bien adaptées. Linda est bonne avec Lee, mais Betsy ne l'est pas. Betsy garde rancune longtemps. Elle me ressemble beaucoup sur ce point. C'est peut-être une mauvaise chose. J'ai discuté de l'attitude de Betsy avec Hélène, mais pas avec Lee. Lee et moi ne parlons pas beaucoup. Elle sait que je ne veux pas lui parler. Moins je la vois, mieux c'est. C'est juste trop douloureux. La voir ramène tout ce que je veux éviter. Hélène dit qu'elle s'inquiète pour Lee, qui est devenue repliée sur elle-même et un peu perdue. Je ne la vois pas souvent dans le quartier, même si nous vivons près et communiquons dans le même groupe quand c'est nécessaire. Je n'ai pas de sympathie pour elle et je n'en aurai probablement jamais. Je n'ai jamais compris pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, et je crois qu'elle ne le comprend pas non plus pleinement. Le mieux que je puisse faire est d'attribuer cela à une étrange combinaison d'événements improbables, son vague mécontentement, l'opportunité d'aller à Miami, et surtout la rencontre avec Larry. N'importe quel deux de ces facteurs n'aurait probablement pas suffi à déclencher l'aventure, mais les trois se sont combinés et, hop, le mariage était ruiné. Un an après le divorce, Milt jouait au golf un samedi après-midi, comme il le faisait souvent. Il faisait partie d'un quatuor habituel, mais ce jour-là, l'un des membres fut remplacé par un vieil ami d'école, Fred Cunningham. Fred était ingénieur électricien et les deux hommes se connaissaient depuis l'école. Alors qu'ils marchaient du 9e trou, ils commencèrent une conversation personnelle, un sujet qu'ils n'avaient jamais abordé auparavant. Milt demanda finalement, « Comment tu t'en sors ces jours-ci, Fred ?» Fred répondit, « Je vais bien, parce que j'ai accepté d'essayer moi-même. » Milt le regarda, confus, « Essayer quoi ?» Fred soupira, « Je l'ai suivi, Milt, de sa maison, exactement comme tu l'avais dit. Tout s'est déroulé exactement comme tu l'as décrit. Larry allait toujours jouer le samedi après-midi s'il était en ville, même après sa retraite, il respectait cet horaire. » Milt détourna le regard, hésitant. « J'ai lu ça dans les journaux. Je n'ai pas pu y croire quand il s'est précipité dans la rue comme ça. Une si grande décision de ta part, et tu l'as acceptée si vite. » Fred hocha la tête solennellement. « Je l'ai juste fait. Si Larry n'avait pas fait ce qu'il a fait, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. » Mais ton klaxon l'a surpris et puis... Il s'interrompit. « J'étais sûr que tu étais aussi choqué que moi. » Milt laissa échapper un souffle. Ça a marché. Pas seulement parfaitement, mais plus que parfaitement. Presque comme si Dieu était intervenu pour protéger Marty. Fred sourit faiblement. J'ai certainement été choqué de le voir mourir. J'ai appelé le 911, bien sûr. Marty, il était là, n'est-ce pas? Je me suis dit que si cela fonctionnait, Marty devrait le voir de ses propres yeux. Peut-être que cela lui apporterait une sorte de clôture. Milt secoua la tête. Marty a dit plus tard qu'il s'était senti floué par cela. Il voulait tuer Larry lui-même. Je sais qu'il l'aurait fait tôt ou tard. Il avait même une arme avec lui ce jour-là. Mais j'ai pensé à mes petites filles. Elles méritaient un père normal et une famille stable. Si Marty avait été arrêté pour meurtre, eh bien, Lee aurait pu faire quelque chose de téméraire et ce aurait été sa faute. Fred hésita, mais Larry méritait-il de mourir? Milt soupira profondément, difficile à dire. Mais Marty et les filles méritent certainement de vivre. Lee aussi, à sa manière. Les deux vieux amis se turent, marchant côte à côte le long de l'allée du terrain de golf. Ils ne reparlèrent plus jamais de ce sujet.